Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur Free Week de ce samedi qui sera à forte connotation spirituelle. Dans la rubrique foi et astuces spirituelles, je serai avec Sa Majesté Joma Mousso. Avec lui, on essaiera de répondre à une interrogation qui préoccupe plus d'un, c'est de savoir si le vaudou est-il apporteur ou porteur de grâce ou une superstition illusoire. Voilà l'interrogation à laquelle le haut dignitaire, le chercheur en spiritualité endogène et africaine aura à répondre. Et juste après, dans la tribune virale, il sera rejoint par un autre spiritualiste, Prince Zekuleku. Ensemble, ils auront à opiner sur un sujet de société, notamment à savoir si l'amour peut-il consolider une union, notamment une relation qui est faite de deux conjoints. Voilà un peu la trame de Free Week de ce samedi, sans occulter que vous aurez droit à la rubrique le zapping de la semaine et à l'écoute de la diaspora. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la rubrique foi et astuces spirituelles. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Foi et astuces spirituelles. Je suis avec Da Joma Mousso. Bonjour. Bonjour, mon cher Achirou. Merci d'être là. Vous êtes chercheur en spiritualité et ésotérisme endogène africain. Vous êtes écrivain de livre La sorcellerie, vecteur de la science, préfacé par le professeur Badoun Diang. Vous êtes également le président du Haut Conseil en charge des valeurs spirituelles au sein du mouvement international pour la construction des identités collectives des diasporas afro-descendants et sociétés civiles africaines. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec vous, une interrogation, c'est de savoir, est-ce que le vaudou est porteur ou apporteur de grâce ou une superstition illusoire? D'entre les jeux, dites-nous, pour vous, c'est quoi le vaudou? D'abord, je voudrais inviter tous les téléspectateurs des Aïe TV à suivre attentivement ce que nous allons développer ici, parce que c'est déjà une opportunité de lire un livre ou bien de suivre un film sur le vaudou en matière d'explication. Le vaudou, d'abord, est un concept philosophique, spirituel, fait de savoir et de connaissances, qui permet aux humains de s'adresser à un être providentiel, qui n'est rien d'autre que Dieu, et de bénéficier des grâces auprès de Dieu. Voilà, en grosso modo, ce que nous pourrons appeler le vaudou. Le vaudou en matière d'exotérisme, c'est-à-dire, c'est d'abord un concept spirituel qui était exotérique, et plus tard, et de jour en jour, en se perfectionnant, devient de jour en jour pris comme une doctrine
qui offre ou qui débouche sur la religion. Voilà ce que nous pourrions caractériser par Dieu. En d'autres termes, ce que vous venez d'expliquer, pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, le vaudou, c'est d'abord de la spiritualité. Et quand on parle de la spiritualité, il s'agit de l'esprit. Et j'ai dit, en matière de spiritualité, je le dis souvent dans mes émissions, l'esprit est le fil conducteur de la spiritualité. On ne peut pas faire de la spiritualité, d'accord, sans parler de l'esprit. Si bien que la maîtrise de l'esprit est cruciale pour des objectifs spirituels et matériels. Maintenant, en dehors de l'esprit, qui débouche sur la spiritualité, il faut comprendre que la spiritualité est à part et la religion est à part. La spiritualité peut être individuelle ou, par exemple, on peut être entraîné par un maître spirituel. Mais la religion n'est rien d'autre que l'idéologie ou la politique de la spiritualité qui permet de contrôler ou de soumettre les masses à de l'exotérisme qui puisse leur permettre de bénéficier des grâces ou des faveurs de Dieu Tout-Puissant. Voilà en quelque sorte ce que nous pourrions appeler le vaudou dans sa spiritualité, dans son exotérisme et aussi dans sa théologie. Mais quand on parle de théologie, c'est tous les principes que le vaudou offre qui nous permettent de gérer nos naissances, de régler toutes les formes de vicissitudes de la vie auxquelles on est confronté et aussi de consacrer notre vie après la mort, pour ne pas parler d'ancestralisation ou aussi d'eschatologie du vaudou. Voilà en grosso modo ce que nous pourrions dire sur le vaudou. Dans le vaudou, on peut avoir des principes qui permettent de gérer les naissances, ou même avant les naissances. Dans le vaudou, il y a des principes qui permettent du moins de gérer sa vie face à n'importe quelle calamité ou vicissitude ou difficulté. De la même manière, dans notre vie, il peut y avoir la mort qui survient. C'est bien entendu que dans le vaudou, la mort ne signifie pas la fin d'une vie. D'accord? Mais une étape qui permet du moins à l'individu de se ressourcer pour réincarner une nouvelle personne et de façon perfectionnée. On dira en ce moment que le vaudou offre une possibilité de progrès, ce qui permet aux individus qui vont naître demain d'être plus perfectionnés que les individus qui avaient existé. Voilà en grosso modo. Quelle est votre appréhension alors de la grâce? Quand on parle du vaudou qui puisse apporter de la grâce, beaucoup de personnes s'interrogent sur cette question. D'abord, la grâce elle-même. La grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, est-ce que le vaudou est apporteur ou porteur de grâce? Oui. Dans la vie, il y a deux types de grâce que les individus ou les humains ou les animaux ou même les plantes recherchent. D'accord. C'est d'avoir un état physiologique normal qui ne souffre d'aucune maladie. D'accord. Et une autre grâce, c'est de disposer quand même de toutes les formes de commodités qui nous permettent d'avoir une vie sociale épanouie, une vie sociale équilibrée, une vie sociale sans enquiquinement, sans frustration, sans autre forme de désalignement ou de désordre. Voilà. Donc, on va classer la grâce en deux catégories. Il y a la grâce sanitaire, quelqu'un qui a la santé, d'accord, va dire que j'ai la grâce. De la même manière, quelqu'un qui a retrouvé son emploi, qui a un foyer, qui s'est retrouvé dans une situation sociale reluisante, cette personne peut dire vraiment, c'est une grâce. Alors, à des moments donnés de la vie, les humains, comme les animaux, comme aussi les végétaux, peuvent être confrontés par la perte de ces deux grâces-là, par la perte de la santé ou par la perte d'une situation d'équilibre social. Et le vaudou peut être sollicité dans ces deux conditions-là. Le problème énigmatique qui se pose, mais comment est-ce que vaudou peut régler ce type de vicissitude de la vie? C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Alors, pour vous, est-ce que le vaudou, il est porteur ou apporteur de grâce? Il est les deux. Comment? D'accord. Porteur de grâce parce que le sollicitant, l'individu, peut en quelque sorte retrouver son équilibre social. Mais avant d'être porteur de grâce, il est d'abord apporteur de quelque chose. Et cette chose qui est la grâce, c'est d'abord l'énergie vitale. Alors, je voudrais d'abord commencer par développer en disant que ce soit sur le plan physiologique, que ce soit sur le plan social, qu'on observe un déséquilibre, nous allons l'appeler en grosso modo santé. Parce qu'une personne qui n'a pas de l'argent peut vous dire que vraiment, je n'ai pas la santé sociale. D'accord. Une personne aussi qui souffre d'une atteinte pathologique physiologique peut vous dire que vraiment, je n'ai pas la santé physiologique. D'accord. Je voudrais d'abord faire observer que
les humains, comme les animaux, comme les plantes, d'accord, sont en 3 dimensions. Une première dimension, c'est d'abord le corps que nous représentons, qui est le réceptacle que nous avons, qui nous permet de dire que voici Achirou et voici Prince Zekuleku. C'est le corps physique qui est composé des organes et tout ce que nous avons de physique, qui est constitué de matière. D'accord. En dehors de ce corps-là, il y a notre âme. Et dans notre âme se trouve notre programme de vie, pour ne pas dire le destin qui est en nous. Et ce destin est porté, ce que nous appelons par l'esprit germinal. Et cet esprit germinal a à l'intérieur de lui une mémoire. Et cette mémoire est subdivisée en 2. D'accord. Il y a une mémoire qui porte réellement le destin, c'est-à-dire ce que nous devons accomplir dans notre vie, toutes les aptitudes que nous aurons face aux vicissitudes de la vie, pour ne pas dire ce destin qui va se transcrire en acte lors du déroulement de notre vie. Il y a une deuxième petite mémoire qui est à côté de cette mémoire d'avenir, qui n'est rien d'autre qu'une mémoire de sagesse, dans laquelle tout ce que nous commettons comme acte, tout ce que nous voyons et tout ce que nous réalisons, lié à la transcription de notre destin, est systématiquement enregistré dans cette mémoire de sagesse, de telle enseigne qu'à n'importe quel moment de notre vie, nous pourrions nous rappeler de tout ce que nous avons eu à faire. D'accord. Donc vous voyez ces 2 mémoires-là, il y a une mémoire qui a une mémoire d'avenir qui n'est rien d'autre que le destin. Une autre mémoire qui est une mémoire de sagesse qui n'enregistre que les faits. Alors, le destin se joue dans le corps. Se joue dans le corps. Le destin se joue dans le corps. Quand je dis le destin se joue dans le corps, je dis le destin, ce n'est rien d'autre que l'esprit germinal. Et cet esprit germinal ajouté à du sang s'appelle âme en réalité, en spiritualité. Et lorsque le destin est dans le sang, alors il se transcrit en acte et se joue en acte. Mais la transcription en acte de notre destin nécessite un carburant. Et ce type de carburant constitue les esprits qui nous hantent, les esprits qui viennent vers nous. Et ces esprits sont vecteurs, en quelque sorte, des énergies. Et ces énergies sont des énergies que nous appelons des énergies somatiques. Dans la vie, dans sa dualité, il y a 2 sortes d'esprits. Il y a un esprit qui est un esprit vecteur de notre destin. Un esprit qui est le porteur de notre matériel génétique spirituel. Et même si après notre mort, cet esprit ne meurt pas, lui, il sera transmis de génération en génération par réincarnation. D'accord. En dehors de cet esprit, qui dans sa transcription de sa mémoire d'avenir en acte, a besoin de carburant. De quel carburant l'esprit a besoin? Le destin a besoin pour s'accomplir. Et c'est ce carburant qui constitue de l'énergie somatique qui est véhiculée par les esprits somatiques. Et ce carburant vient d'où? Ce carburant, un peu comme notre corps que nous avons en matière de physiologie. Je sors de la spiritualité pour continuer de mener les activités physiques et physiologiques que nous avons besoin des aliments qu'il faut prendre, des médicaments, tout ça là, qui, en résumé, se convergent pour se transformer en glucose dont notre corps a besoin. De la même manière, sur le plan spirituel, nous avons besoin d'énergie vitale. Et cette énergie vitale nous vient des déités, des divinités, par exotérisme. Comment? Alors, je voudrais venir à quelque chose. J'ai parlé du corps. J'ai parlé de l'âme qui porte le destin. Et j'ai parlé des esprits somatiques. Parce que ces esprits sont somatiques, parce que ces esprits portent, sont vecteurs d'une énergie, et cette énergie vitale. D'accord. Quand ces esprits vont être consommés dans la transcription du destin en âme, ils s'estompent. Alors que l'autre esprit qui est germinal, lui ne s'estompe pas, il continue de supporter le matériel génétique spirituel. Alors, revenons à la santé en réalité. Oui. La santé, qui n'est rien d'autre que la grâce, d'accord, j'ai parlé de santé sur les 2 plans, n'est rien d'autre que l'équilibre entre notre corps, d'accord, et le destin qui est notre âme qui est en train de transcrire, et l'énergie vitale que le destin doit consommer dans sa transcription. De telle enseigne que nous allons dire que la santé ne signifie pas une absence de maladie. Mais la santé signifie un équilibre subtil entre notre corps qui est notre réceptacle
et le destin qui est dans notre âme, qui est en transcription, et les carburants dont on a besoin qui constituent les esprits. Nous allons dire que la santé est un équilibre subtil entre le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, de quoi est composé l'esprit somatique, les esprits dont nous avons besoin pour dérouler notre vie, pour transcrire notre destin? Expliquez-nous. Voilà. Reconnaissons que notre corps est constitué de 4 éléments de la nature. L'eau, l'air et le feu. L'eau, l'air, le feu La terre. et la terre. Voilà, c'est très bien, Achiro. Vous êtes bien formé. Non, pas du tout. Très bien. Et ces 4 éléments de la nature dans le vaudou sont correspondants à Sakpata, qui est terre, Revioso, qui est feu, Dan, qui est vent, l'air, Oui. et feu, qui est Revioso. D'accord. Alors, on reprend. L'air, L'air, c'est qui Dan. est Dan, Le feu, le feu, qui est Revioso, l'eau, l'eau, qui est Torosu, Torosu, voilà. la terre, qui est Sakpata. Sapata. Merci. D'accord. Tout humain, tout animal, tout végétal est composé de ces 4 éléments Divinatoire. divinatoires. De la même manière, les déités vaudous, il en existe 4 qui sont les théogonies mères, qui sont les vaudous principaux, qui sont constitués des 4 éléments de la nature, Sakpata, Revioso, Dan, Torosu. Est-ce que vous me comprenez? Alors, le destin pousse... Mais très rapidement, quel est le domaine ou le champ d'action de ces 4 divinités? Sakpata, Dan, Torosu et Revioso. Ces 4 divinités ne sont que des divinités ayant une forme, un type, une forme d'espèce d'énergie somatique. Ouais, un peu comme nous payons de l'essence que nous mettons dans les moteurs à 2 temps par le passé. On a besoin d'un peu d'essence et on a besoin aussi d'un peu de la moteur qu'on mélange qui devient le carburant que le moteur utilise. De la même manière, nous étant composés de ces 4 éléments de la nature, d'accord, avons besoin de l'énergie provenant de ces 4 éléments de la nature mis ensemble. Et lorsque allusion au moteur à 2 temps, si le moteur est trop, qu'est-ce que l'engin fait? L'engin fume. Ça produit des fumées. De la même manière, quand le moteur manque, l'engin peut s'user et peut couler. D'accord. Dans l'expression du destin, le destin a besoin d'un carburant. Et ce carburant-là, c'est ça que nous appelons de l'énergie somatique, qui n'est rien d'autre que de l'énergie vitale. D'accord. Le déséquilibre de cette énergie vitale, d'accord, est source de beaucoup de problèmes. Et quand je disais que la santé n'est rien d'autre qu'un équilibre subtil entre le corps, l'âme et les esprits, ces esprits constituent l'énergie vitale. Et cette énergie vitale est constituée de terre, air, eau et feu, ou de Sakpata, Dan, Revioso et comment on appelle, et Torosu. D'accord. Si, dans l'expression du destin, l'énergie vitale manque, cela exprime chez l'individu un déséquilibre. Comment ça peut s'exprimer, ce Voilà. déséquilibre? Voilà. Lorsque nous prenons comme un bic qui est constitué de 4 couleurs, Oui. d'accord, le bic feutre est composé de 4 couleurs. Vous savez, les couleurs de la nature, c'est des jonctions de différentes couleurs, mais, d'accord. Maintenant, lorsque vous avez ces 4 couleurs-là dans le réservoir du bic, s'il manque une couleur, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez plus la couleur finale que vous escomptez. De la même manière, dans l'expression du destin, un type de carburant, ça peut être le Sakpata qui a manqué, qui est usé. D'accord. Comme ça peut être le Revioso qui manque, comme ça peut être le Dan, ou aussi le Torosu qui a manqué. Et quand ça manque, cela crée un déséquilibre, un désalignement dans l'individu. Et ce désalignement-là, c'est ce désalignement-là que Vaudou apporte. Et pour dire que lorsque nous mettons, en voulant construire une déité Vaudou, c'est
l'assemblage des 4 théogonies mères. Et ces 4 théogonies mères vont cristalliser une énergie. Et cette énergie qui sera cristallisée, c'est de l'énergie somatique qui est devenue une énergie vitale pour les humains, les végétaux, comme les animaux. Et dans l'expression du destin, si cette énergie, par exemple, se retrouve en déséquilibre, c'est-à-dire l'énergie vitale comporte que 3 sortes d'éléments, cela conduit à une pathologie, à un dysfonctionnement, à un désordre sanitaire. À une désorganisation. À une désorganisation. Et ce désordre sanitaire peut être physiologique, comme aussi ça peut être social. C'est comme exemple, quelqu'un, par exemple, qui souffre d'un dysfonctionnement d'excédent de terre, ou d'excédent d'eau, ou d'insuffisance de terre, ou d'insuffisance d'eau, d'accord, peut développer une forme de déséquilibre social comme une forme de déséquilibre physiologique. Et là, si nous recherchons à soigner l'individu, à rétablir, comment on appelle, la guérison en l'individu, nous allons dire que nous allons commencer par chercher quelque chose qui est dans l'invisible, qui va rééquilibrer l'individu qui est physique pour qu'il retrouve son harmonie dans la société. Et dans ce cas, en sorcellerie, nous disons, et la guérison, dans ce cas, est comme une danse entre l'invisible et le visible. Une danse? Entre l'invisible... Comment une danse? Justement, une danse entre l'individu et le visible parce qu'on est en train de chercher quelque chose dans l'invisible pour équilibrer le physique, physiologique de l'individu. Il peut y arriver des situations où le déficit d'un élément de la nature peut conduire l'individu à une forme d'anomalie, à une forme de désordre. Et ce désordre-là peut être, par exemple, tout le monde mange avec la main. Mais lui, il commence par chercher à manger avec le pied. Oui. Alors là, c'est qu'il est en désalignement avec le collectif. D'accord. Et dans notre jargon, s'il commence par chercher à manger avec le pied, on va dire, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il y a quelque chose qui lui manque. Hein? C'est ce que nos ancêtres ont vu. D'accord. C'est-à-dire quelque chose lui manque. C'est une anomalie quand même. Voilà, c'est une anomalie. Et mais comment dans une anomalie, quelque chose peut lui manquer? Justement, quand vous avez votre moto et vous êtes en train de rouler et l'air manque dans la chambre à air, bien c'est percé, un déséquilibre commence par s'observer dans votre vie. Maintenant, cet individu, cette anomalie que vous remarquez dans l'individu, ça peut être une déficience d'éléments air ou d'éléments feu ou d'éléments terre, d'accord? Et ce dysfonctionnement-là, cette insuffisance ou ce surplus, d'accord, peut amener cette forme de pathologie ou ce désordre en l'individu. Et pour réaligner l'individu avec le collectif, nous allons dire dans ce cas que la guérison est une danse entre l'individu et le collectif parce qu'on cherche à le réaligner au collectif pour qu'il commence par manger avec la main. De la même manière, j'ai parlé de danse entre le visible et l'invisible. Ça peut être pathologie physiologique, ça peut être pathologie sociale où l'individu est en désalignement avec le collectif. De la même manière, l'insuffisance de Sakata, par exemple, ou bien de Revioso, par exemple, la déficience de Revioso, par exemple, chez un individu peut faire qu'il a tellement froid à tout moment. Et au moment où tout le monde est en débardeur, et on dit qu'il a chaud, lui, il porte 3, 4, 6 pilovers. Alors, on va dire que cet individu est en décadence ou en désalignement avec le cosmos. Ou carrément, au moment où il fait excessivement chaud et froid, et tout le monde est en pilover, on porte des toges. C'est en ce temps que le divorcé ou le malade mental, d'accord, parce que cette déficience peut lui amener une pathologie mentale. Et ça fait que, bon, il n'est plus en alignement avec le cosmos. Et nous allons dire en ce moment que la guérison de cet individu est une danse, comme une recherche d'équilibre entre l'individu et le cosmos. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui souffre d'une forme de pathologie sociale, qui est devenu fou, les gens vont dire que bon, on ira consulter Vaudou, on ira consulter Fa, et quand on le fait, il trouve l'équilibre. C'est quoi? C'est-à-dire, il faut aller rechercher, par exemple, par le Fa, quel type d'énergie
somatique, quel type d'énergie vitale manque à cet individu? Je vais vous donner un exemple pratique. Il y a des individus où parfois, vous pouvez les trouver et tout le temps et régulièrement, c'est des boutons qui apparaissent sur leur corps. Ou le visage. Ou le visage à tout moment. D'accord. Les expériences spirituelles dans nos recherches nous ont montré par exemple que il y a l'épidémie de variole ou de varicelle ou toutes les maladies qui peuvent nous générer des boutons sur le corps est géré par le signe de foi qu'on appelle tchefou. Tout ce qui fait de boutons qui suintent, qui provoque de l'eau, de pluie. D'accord. Ça peut être que cet individu-là est en déficience de sapata, d'élémentaire. Et pour qu'il retrouve son équilibre vital, il faut l'arrimer, il faut l'harmoniser avec les déités ou la divinité sapata qui va lui fournir cette forme d'énergie qui lui manque et il retrouve son équilibre. Alors, l'individu va devenir adepte de sapata. Donc, c'est comme ça, il y a d'autres personnes dans la vie, ils peuvent avoir un problème de déficience en air, pour ne pas dire dents. D'accord? Et on est obligé de les arrimer de façon permanente à la divinité dents qui doit leur fournir, comment on appelle, l'énergie de dents pour qu'ils retrouvent leur équilibre social. On peut être adepte permanent de ces divinités-là parce qu'on est en déficience. Mais est-ce qu'il peut arriver quelqu'un qui soit en déficit d'air, par exemple, et vous lui arrimez la divinité dents, et après, il tombe en déficit de sapata? Bon. Après, vous lui arrimez sapata, après, il tombe aussi en déficit. Est-ce que c'est impossible de souffrir les maux de dents et ne pas avoir les maux d'oreille ou les maux d'yeux? On peut avoir toutes les formes de pathologie. D'accord? Et c'est pourquoi j'ai dit la guérison est une danse, parce qu'il faut rechercher cet équilibre-là. Mais d'où vient le mystère du vaudou? Lorsque nous mettons les 4 théogonies mais ensemble, cela va cristalliser une énergie venant des 4 théogonies. D'accord. Cela va cristalliser de l'énergie vitale qui vient des 4 théogonies. Et si l'énergie vitale vient des 4 théogonies, comment l'individu va bénéficier de l'énergie vitale? Il faut que l'individu pose une demande de grâce sur la divinité vaudou, sur la déité vaudou qui va déclencher son énergie somatique qui n'est rien d'autre que de l'énergie vitale dont il aura besoin. Mais comment les humains peuvent jouir de cette grâce que porte le vaudou, si on peut le dire ici, si on doit suivre un peu vos explications depuis quelques dizaines de minutes, comment l'homme peut jouir de cette grâce que porte le vaudou? Est-ce que lorsque l'on a besoin de la grâce du vaudou, il faut aller à une consultation du Fa? Comment procéder? D'abord, dans le vaudou, le Fa existe. Parce que l'oracle, vous savez, Dieu est oraculaire. Dieu s'exprime à travers l'oracle dans le vaudou. Mais l'oracle lui-même, il est influencé par les esprits. Mais de quel esprit l'oracle est influencé? Il est influencé par les esprits germinaux, c'est-à-dire des morts en attente de réincarnation. Et ces morts en attente de réincarnation... Ce sont eux les esprits germinaux. Voilà, ce sont les esprits germinaux qui sont dans le fait-humain, en réalité, parce qu'on dit... Fait-humain, pour ceux qui ne comprennent pas. Fait-humain, c'est le village des morts, c'est-à-dire le village dans lequel, le concept cosmique dans lequel se retrouvent ceux qui sont déjà morts, les défunts. Et je vous ai expliqué que dans la dualité de la vie, il y a les esprits mâles et les esprits femelles. Et les défunts en attente de réincarnation, ce sont des esprits germinaux. C'est-à-dire c'est du matériel génétique spirituel qui va réincarner une nouvelle personne. À l'intérieur de ce matériel génétique spirituel, il y a une mémoire. Et cette mémoire est subdivisée en 2. D'accord? D'où la mémoire d'avenir qui est le destin que nos ancêtres commencent par formaliser, parce que ce sont les humains d'aujourd'hui qui formalisent les humains de demain. D'accord? Et dans une mémoire de sagesse, oui, du même esprit germinal, il y a ce que hier a été, qui est enregistré dans la mémoire de sagesse. Oui. D'accord? C'est ce que hier a été et demain sera, en plus de la demande que nous posons ou la requête que nous posons sur le dé
qu'on nous tend pour poser sa requête au niveau du Fa. Ce sont ces trois énergies-là qui influencent sur le chapelet du Fa, d'accord, et qui lui imposent un signe. Et après l'imposition du signe, la sorcellerie intervient parce que la sorcellerie, elle étudie la maîtrise et la manipulation de tout ce qui échappe à nos sens. C'est le pont entre le visible et l'invisible, d'accord? Et c'est le pont entre le spirituel et le scientifique aussi. La sorcellerie vient révéler que, bon, et si c'est tel signe qui est sorti là, il y a telle énergie qui manque à telle personne. Et cette énergie peut être une énergie qui sera fournie par la divinité Sakwata. Est-ce que c'est une énergie qu'on doit lui fournir de façon spontanée? Le Fa va le dire. Mais est-ce que c'est une énergie qu'on doit lui fournir, comment on appelle, permanent, un peu comme vous pouvez aller chez le médecin et on va vous prescrire des verres, juste pour lire et puis pour déposer. Comment on peut vous prescrire apport permanent? D'accord. Correcteur ou port permanent? Voilà. Si c'est port permanent, c'est que vous devenez adepte de verre. De la même manière, on peut finir une consultation du Fa et la prescription peut être dépendance permanente de déité Sakwata. Mais que font, ça veut dire que cet individu souffre soit d'un excédent de Sakwata ou bien d'une déficience de Sakwata. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais que font les gens, par exemple, qui sont musulmans fervents ou chrétiens fervents et qui, arrivés à un moment donné de leur vie, se retrouvent un peu bloqués et qui vont à cette consultation du Fa et que, par exemple, il y a cette prescription de port permanent, comme on l'a dit tout à l'heure dans la caricature, comment ils doivent procéder? Non, vous savez, j'ai dit la spiritualité et la religion, c'est deux différentes choses. D'accord. On peut être musulman et aller consulter le Fa. Comme on peut être chrétien et aller voir le Alpha qui va utiliser sa spiritualité. Comment il maîtrise? Parce que la spiritualité, c'est l'étude et la maîtrise et la manipulation des esprits. D'accord. Et lorsque vous allez chez le spécialiste spirituel, lui saura faire un diagnostic pour vous. Le Fa, que vous y croyez ou pas, d'accord, est l'oracle le plus scientifique. Parce que je viens de vous démontrer aujourd'hui ce qui permet à Dieu de s'exprimer. C'est l'oracle. Et l'oracle lui-même est influencé du moins par les esprits. Je viens de vous expliquer pourquoi le Fa, d'accord, porte le message d'hier, de demain et d'aujourd'hui. Et je viens de vous expliquer comment les signes de Fa sont établis et les allégories et toutes les formes de traitement liées au Fa et comment on appelle sont établis. D'accord. Donc c'est sorti simple. Le vaudou est la spiritualité ancestrale la plus scientifique, la plus vérifiée et la plus concrète et démontrable. Je ne suis pas allé dans les profondeurs. C'est pourquoi je dis souvent à ceux qui poussent la curiosité de maîtriser la spiritualité et l'exotérisme vaudou, d'accord, d'aller vers mes bouquins, déjà en commençant par la sorcellerie vecteur de la science, qui vous permettent d'abord de connaître les types d'esprits. Parce que ce sont les esprits qui véhiculent les énergies en quelque sorte. Le Dansi, le Sakwatasi, le Torosi, le Reviososi et autres dont on dit c'est des individus qui souffrent d'une dépendance. C'est-à-dire on doit leur envoyer une perfusion d'énergie somatique Sakwata en permanence ou en permanence. De la même manière, les gens vont vous dire, mais pourquoi dans le vaudou, les gens dansent? Pourquoi dans le vaudou, il y a cicatrices? Ce sont les arts littéraires, en quelque sorte. Ce n'est pas de la superstition. Les pas de danse, les rythmes folkloriques sont en quelque sorte parfois, d'accord, des gestes pour dissoudre la stagnation d'énergie vitale peut-être accumulée quelque part. Et ces gestes permettent de lubrifier pour permettre à l'individu de consommer le manque qui est stagné ou bien de solliciter une invocation peut permettre aux gens de déclencher une énergie vitale dont on a besoin, dont on souffre. Et beaucoup de personnes vont me dire parfois, mais l'hôtel du vaudou, en dehors des vaudous mères, d'accord, qui sont conçus à théogonie, mais il y a des vaudous conçus dans l'agencement des 4 théogonies mères parce que l'énergie vitale est constituée de ces 4 théogonies mères. Mais lorsqu'on agence
les quatre théogonies mères. Cela va cristalliser le carburant qui est l'énergie vitale. Mais comment se fait-il que le carburant de l'énergie vitale que sollicite Ashiru ira vers Ashiru? C'est une autre alchimie, ça. D'accord. Et cette alchimie, qu'est-ce qui est sur le vaudou? Pour ne pas dire l'autel du vaudou, qui enregistre les requêtes qu'on dépose là-dessus. C'est autre alchimie. Et je profite de cette occasion parce qu'on n'a pas besoin d'initier pour l'expliquer. Je vous ai dit, sur une déité vaudou, vous pouvez voir parfois que les gens immolent des animaux là-dessus. Oui. D'accord. C'est bien entendu, nous aurions souvent... Ils y mettent parfois de la nourriture aussi parfois. Tout cela, c'est des rituels, c'est de l'exotérisme. D'accord. Mais particulièrement, c'est la même chose quand je développe ça sur les animaux qu'on tue là-dessus. Ça a valeur aussi pour les nourritures qu'on dépose. Sur l'autel du vaudou, on peut immoler des animaux là-dessus. L'animal qu'on immole là-dessus, c'est deux choses qu'on recherche au niveau de l'animal qu'on immole là-dessus. Quoi et quoi? Première des choses, le sang. Le sang, à l'intérieur du sang, il y a une matière magnétique, d'accord, qui attire et qui garde et qui maintient l'esprit. Bien entendu, l'esprit germinal. Et allez lire la sociologie vecteur de la science, vous allez connaître les propriétés, les caractéristiques ou les aptitudes de l'esprit germinal pour comprendre que l'esprit germinal est à la recherche permanente du sang dans lequel il va développer son programme. Et il n'est pas mobile, il est immobile. C'est le corps dans lequel il se trouve qui peut le mouvoir. Mais le vaudou, l'autel du vaudou est sur place. Lorsqu'on immole l'animal là-dessus, on dépose l'éther, pour ne pas dire la matière magnétique qui retient l'esprit germinal sur la déité vaudou. En dehors de cette matière, il y a l'esprit germinal qui est le matériel génétique spirituel de l'animal. Et cette matière, matériel génétique spirituel, comporte la mémoire d'avenir et la mémoire de sagesse. Maintenant, quand vous déposez cet esprit sur la déité vaudou, quand vous allez vers le vaudou, vous parlez au vaudou, c'est cet esprit germinal dans sa mémoire d'avenir qui enregistre la requête et qui garde la requête. Et autour d'un vaudou, il peut y avoir plusieurs esprits germinaux parce qu'il y a plusieurs immolations autour de ça. C'est fort de cela qu'à la fin de chaque année, les gens disent « Nous voulons donner de force à notre vaudou ». Et on invente la cérémonie de Djahou ou offrande aux divinités vaudou. C'est-à-dire, on ajoute davantage de matière magnétique qui est le sang et aussi un nouveau enregistreur. Et lorsque l'enregistreur va sur le vaudou, tout ce que vous venez dire sur le vaudou, c'est la mémoire d'avenir de l'esprit germinal qui reçoit ça. Prochaine immolation, lorsqu'on y met du sang, dans ce sang-là, il y a air, terre, eau et feu, pour ne pas dire l'énergie vitale. Alors, cette énergie vitale va aider la requête posée à se transcrire en acte. Sa transcription en acte n'est rien d'autre que la fabrication de l'énergie vitale selon le code de celui qui a posé la requête et l'énergie va vers cette personne. Ne me demandez pas pourquoi quand on ne parle pas à Internet, ça va joindre exactement celui qu'on veut là-bas. D'accord. Donc, toutes les formes d'ordre philosophique spirituel que nous rencontrons dans la nature aujourd'hui, dans le monde contemporain aujourd'hui, sont parties du vaudou. C'est le vaudou qui a donné naissance à tout ce que nous voyons comme qui enregistre des requêtes, vos enregistreurs que vous utilisez là. C'est parti du vaudou. C'est parti de l'esprit. C'est parti d'abord de la spiritualité ésotériste vaudou et de telle enseigne que la théologie vaudou dont on parle, dont a donné naissance, comment on appelle la spiritualité vaudou, oui. D'accord, est partie d'un principe de la dualité de la vie, de l'esprit. Et c'est la maîtrise de l'esprit dans ces manifestations. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens que l'esprit, que ce soit le germinal qui est mâle ou le somatique qui est femelle, n'est pas un concept, un simple concept abstrait. Mais c'est une énergie vivante qui s'exprime à travers notre corps et structure nos actes quotidiens en actes. D'accord? Si on dit, mais monsieur Achirou, vous êtes un imbécile, c'est de l'énergie somatique que j'ai envoyée vers vous. Et c'est votre subconscient qui reçoit ça. Pour que vous vous énervez, d'accord, cela doit déclencher une déficience
un déficit d'énergie. Soit ça a érodé une énergie de terre ou d'air chez vous et ce qui a déclenché une réaction chez vous. Cette réaction, ça peut être une joie comme une colère. Je voudrais attirer l'attention des gens sur un phénomène. D'abord, tous ceux qui sont vaudouisants, j'ai dit, les vaudouisants religieux, c'est à part. Les spiritualistes, vaudous, exotéristes, c'est différentes choses. Ce n'est pas les mêmes choses. D'accord? Moi, par exemple, je ne suis pas un religieux vaudou. Je suis un spiritualiste, exotériste, vaudou. D'accord? Mais si éventuellement je souffre d'une déficience de terre ou d'air ou de feu ou d'eau qui perturbe ma vie, alors le Fa va le révéler et on va me mettre sous perfusion de terre et je vais devenir adepte dépendant d'une divinité, d'accord, constellée, du moins par une déité vaudou qui va me fournir cette énergie. Je vais devenir un adepte de ça. Et on va me dire, voici les conditions. Tu ne dois pas porter telle chose, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas... On va te dire les interdits qui vont te permettre de bénéficier. Ou bien de rejeter le trop-plein qui est en toi. Et le chantier du vaudou est tellement vaste, si bien que nos chercheurs, nos inventeurs doivent très vite créer l'Académie du vaudou, d'accord, dans sa labellisation, pour utiliser et consacrer la ressource humaine africaine à la prospection et à l'exploration du vaudou, pour y sortir beaucoup d'innovations. Je voudrais attirer l'attention de beaucoup de personnes. Lorsqu'on parle de terre, il y a plusieurs milliers, pour ne pas dire milliards de terres. Ce n'est pas Sakwata seul. Sakwata représente la famille. D'accord. Quand on parle de eau ou bien de Tohosu, il y a plusieurs types de Tohosu. D'accord. L'espèce dans la vie, le type de Sakwata qui a permis de faire les humains n'est pas le type de Sakwata qui a permis de faire les singes. Et parmi les singes, il y a différents types de singes encore. D'accord. Donc, l'espèce est à l'intérieur de la matière. Mais d'où vient la variété entre Ashiru et moi, qui sommes tous des humains? D'accord. Mais pourquoi Ashiru a une mauvaise, une morphologie qui diffère de ma morphologie? D'accord, c'est quoi? C'est que non seulement nous sommes constitués par la même espèce ou nature de terre, d'eau, de feu et d'air. Mais nous n'en sommes pas constitués dans les mêmes proportions. Toi, peut-être ta proportion de terre diffère de ma proportion de terre. Et c'est ce qui explique la variété de différents types de vaudou, où un type de vaudou peut être constitué de terre. Mais quand on dit terre, le secret et comment on appelle la densité du vaudou se retrouve dans quel type de terre on a mis dans cette déité pour escompter que plus quel type d'eau, de feu, d'air, pour quelle fin. Donc le chantier du vaudou est dense et est vaste, si bien que le grand travail, comment on appelle, le travail colossal qui est à faire dans le vaudou, on n'a même pas, le vaudou est encore vierge. C'est que le colonisateur a simplement déplacé les Africains de leur champ culturel. Si bien que les Africains n'ont pas cherché à innover, n'ont pas cherché à faire la prospection et l'exploration de leur culture pour y sortir des inventions qui constituent des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose. Je voudrais dire que tous les problèmes que nous rencontrons, toutes les formes de vicissitudes que nous rencontrons dans la vie ont une solution dans notre culture. Il va falloir que nous créions l'Académie de notre culture, que nous labellisons notre culture pour y sortir des inventions. Sinon, c'est pas la science dans la culture occidentale n'est pas la science dans la culture africaine. Et je voudrais dire que dans mon prochain ouvrage, nous devons former davantage des sorciers. Et quand on parle de sorcellerie, les gens pensent toujours au côté négatif, au côté mystique. Non, sorcellerie, c'est quelqu'un qui détient de connaissances. C'est quelqu'un qui est capable de faire d'inventions. Donc, je vais sortir dans mon prochain ouvrage « Initiation à la sorcellerie et à l'exotérisme endogène africain » qui va permettre aux Africains, nos enfants
Et tous ceux qui sont curieux de comprendre du vaudou, en lisant, de voir le bien fondé, et c'est cela qui va accrocher les gens au vaudou. Ce n'est pas passer de maison en maison comme d'autres confessions religieuses pour dire, bon, Dieu est bon, Dieu existe. Dieu est bon, Dieu existe. Les gens ont besoin aujourd'hui de la conviction. Alors, et la conviction renforce la foi. Merci. Merci à vous pour ce moment d'échange. Donc, en conclusion, le vaudou est porteur et apporteur de grâce. Tout à fait. Merci à vous, Da Djamamousso, pour ce moment d'échange assez riche, très riche. Chers amis internautes, on va le garder en plateau. On va passer à présent à la tribune virale où un autre père à lui, notamment Prince Zekoulekou, va nous rejoindre avec tous deux. On va parler d'un sujet de société. La tribune virale, je suis avec Prince Zekoulekou qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Achille. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes spiritualiste également. Merci d'être avec nous. Plaisir partagé. Maïssi Djamamousso, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être là. Alors Prince Zekoulekou, dites-nous, quelle est la place qu'occupe l'amour dans une relation amoureuse, si on peut le dire ainsi? Alors, je te dis merci pour l'occasion. L'amour dans une relation amoureuse occupe une place très importante et fondamentale. Fondamentale comment? Parce que c'est l'amour qui est la base de tout. Vous comprenez? Sans l'amour, il n'y a rien. Sans l'amour, on ne peut rien construire. Vous voyez, Dieu même incarne l'amour. Donc, l'amour, c'est deux êtres qui se joignent et puis font quelque chose de très, très important, très capital, pour faire quoi? Multiplier, comme on appelle, la descendance. Comme l'a dit Dieu, allez-vous multiplier. Sans l'amour, on ne peut rien faire. Donc, si vous voulez faire un couple, vous voulez créer un foyer et qu'il n'y a pas l'amour au départ, c'est qu'il y a la fondation qui est ratée. Donc, c'est la base fondamentale. Alors, pour Prince Zekoulekou, l'amour est l'opium d'une relation amoureuse, si on peut le dire ici. Oui, tout à fait. Je crois que, avant même de chuter sur l'amour, il faut d'abord dire que l'amour naît d'abord de l'attirance. Justement, on va venir tout à l'heure. C'est quoi l'amour? On va en venir tout à l'heure. L'amour, c'est toute forme d'acceptation, de sentiment d'acceptation émotionnelle qu'on peut avoir d'une personne, d'une autre personne, d'abord de soi-même, et qu'on peut manifester aussi à l'égard de quelqu'un. À l'égard de quelqu'un. Là, vous donnez votre définition à vous, de votre conception à vous de l'amour. Justement, pour ajouter quelque chose, c'est toutes les formes de caractéristiques et d'attitudes que vous adoptez parce que vous trouvez quelque chose qui vous intéresse sur une personne qui vous donne une ressemblance, comment on appelle, comportementale. Est-ce que l'amour peut être opportuniste? Oui et non. Non, il n'y a pas d'amour opportuniste. Parce que l'amour se repose d'abord sur des principes. On ne devient pas amoureux de quelque chose, justement. Ce dont vous êtes amoureux doit avoir des caractéristiques d'abord qui vous attirent. D'accord. Il y a des gens qui ne sont même pas amoureux d'eux-mêmes, par exemple. Parce que lui-même, sa forme que Dieu lui a créée, ses habitudes que Dieu lui a créées, il ne les aime pas. D'accord. Donc, l'amour ne naît pas spontanément. Mais il vient de la capacité d'harmonie de nos sens et de notre conscience vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de quelque chose. Prince Zekoulekou, comment se manifeste l'amour selon vous? Bon, d'abord, c'est un sentiment. D'accord? Et lorsqu'on voit quelqu'un, on ne lit pas à travers la personne les choses qu'on aime. Et on sent le besoin de complémentarité. Oui. Donc, on va vers la personne pour voir les traits qu'on a. Est-ce qu'on retrouve les mêmes traits que c'est cette personne-là? Est-ce qu'on se sent à l'aise? Donc, dès qu'on va avec, ça peut être un homme, comme ça peut être une femme. C'est peu importe le sexe, mais dès qu'on se retrouve vis-à-vis de la personne, on est à l'aise, on se comprend mieux. Il y a toujours quelque chose qui même s'il y a une crise, même s'il y a une crise entre vous deux, il y a toujours quelque chose qui vient pour rendre encore l'amour à son stade normal. Donc, on est complémentaires, on se comprend, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on peut se marier sans s'aimer? Non. Se mettre ensemble, c'est d'abord s'accepter. Est-ce qu'on peut être marié sans s'aimer? Il y a des gens qui commettent cette erreur de se mettre ensemble juste par une attirance physique, d'accord?
alors que cette forme d'attirance physique n'a aucune harmonie au comportement de l'un ou de l'autre qu'il faut accepter. On peut être attiré par une personne juste parce qu'elle a une morphologie ou il a un type de comportement. L'amour, c'est d'abord la tolérance, c'est l'acceptation. D'accord. Vous n'acceptez pas tous les comportements d'une personne. Vous vous dites que vous êtes amoureux de la personne. Non. Il y a certaines personnes qui, par mégade, choisissent un seul critère, d'accord, qui les attire, qui les amène à se mettre ensemble avec d'autres personnes. Et au fil du temps, les autres comportements ou les autres aspects commencent par se révéler et ils se disent qu'ils sont en contradiction avec, comment on appelle, ces caractères-là. Alors, l'amour, c'est d'abord l'acceptation, la tolérance et, comment on appelle, l'image de ces travers pour se les conformer en quelque sorte à l'autre. C'est le ciment, en réalité, qui réunit deux personnes. Et puis c'est un sentiment. Il n'y a pas d'amour sans tolérance, il n'y a pas d'amour sans acceptation, et il n'y a pas d'amour, sans morale. Parce que tout part des comportements moraux. Tout part des comportements moraux. Voilà. Mais qu'en court un couple qui s'est bâti sans amour? D'abord, avant de répondre à votre question, j'allais ajouter quelque chose à votre question tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble sans amour? Normalement, le mot amour même là, c'est se mettre, c'est se connecter avec tout l'amour possible. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? À cause des intérêts, des paparazzes, les gens s'entendent et se marient et après divorcent. Dans ce cas, on peut se mettre ensemble sans amour. Mais ce n'est pas une bonne chose. Ça finit par se casser. Alors, revenons maintenant à ce que vous avez dit. Et je vais vous dire simplement que se mettre ensemble, et revenez à la question parce que ça m'a échappé. Oui, je demandais, qu'est-ce qu'on encourt lorsqu'on se met ensemble sans amour? Si, lorsqu'on se met ensemble sans amour, ça veut dire que d'abord on ne sait pas accepter soi-même, comme l'a dit Majesté, et on ne connaît pas l'autre aussi, que ce qu'il est, quels sont ses ressentis, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Au fur et à mesure du temps, chacun de vous va commencer par se dévoiler, et ça va créer sûrement avec le temps une rupture. Ça va créer des malcompréhensions et il y aura trop de conséquences dans cette relation-là. Parce que se mettre ensemble sans amour, c'est d'abord ne pas s'accepter soi-même et vouloir accepter l'autre. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas prospérer. Non. Mais dans ce cas de figure-là, qui sont les plus grands perdants? Les enfants issus de cette relation-là ou les deux toutaureaux? Bon, ça commence toujours par les deux toutaureaux, parce que c'est une blessure. Il y a une blessure qui naît de là, il y a une reine qui naît de là. Et ça crée une maladie, on n'est pas à l'aise. Lorsqu'on pense à l'autre, là, ça ronge le cœur, on ne se sent pas bien. Et cerise sur le gâteau, c'est les enfants. Ces enfants-là, maintenant, tirent maintenant toutes les malédictions qui viennent de ce amour qui n'est pas, même pas amour de ce concubinat ou bien de ce rassemblement qui n'a pas abouti à de bonnes choses. Et les enfants tirent la conclusion, et les conséquences à vie. Les conséquences à vie. Dadjo Mousso? Moi, je vois que une relation, une union sans amour, c'est un peu comme un arbre qui a perdu ses racines. Donc, cet arbre est voué à la sécheresse, donc à la mort. L'amour doit être des deux sens. Et quand je parle des deux sens, c'est l'individu même qui veut s'engager dans une relation doit d'abord s'aimer et s'assumer. Et ensuite, s'aimer, c'est aussi aimer l'autre. D'accord. Et une relation sans amour, c'est une relation sans lendemain. C'est comme un arbre qui a perdu ses racines parce que l'amour est la racine, est le ciment, est l'émanation d'une relation. Et lorsque ce ciment n'existe pas, c'est carrément comme un arbre qui a perdu sa racine. Cet arbre est voué à la sécheresse, donc à la mort. Et les conséquences sont plus dévastatrices. Plus dévastatrices. Mais il y a un fait sur lequel on va quand même rentrer. Est-ce qu'il peut arriver à un moment donné qu'au cours de la relation après, l'amour s'érode? Est-ce qu'il peut arriver que deux personnes qui s'aimaient follement, au cours de la relation après, commencent par se détester?
Absolument, absolument. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire les deux s'aimaient bien, ils sont mis par amour, comme vous l'avez recommandé, mais au fil du temps, il n'y a plus l'amour. Qu'est-ce qui peut causer cela? Alors, bon, d'abord, ce qui peut causer cela, c'est surtout ce qui vous a attiré vers les uns vers les autres. Au fur et à mesure du temps du moins, on ne voit plus ce comportement qui a attiré vers soi, ou bien cette manière de faire. La version de l'un qu'on a aimé, on ne la retrouve plus. Ça a changé. Dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, en Afrique, particulièrement au Bénin, il y a la belle famille qui est là. La belle-sœur, la belle-tante, la belle-mère, le beau-père, tout ça là peut contribuer. On invoque maintenant, on implore, comment appelle-t-on, qu'on appelle l'apport de ces devanciers, de venir secourir si on est ouvert vraiment à la famille. Si on n'est pas ouvert à la famille, il y a les psychiatres qui sont là, qui peuvent aussi vous accompagner. Mais avant tout ça, il faut que les deux s'assiedent et puis dialogue. Il y a le dialogue, la communication qui doit rentrer en jeu nécessairement. Le dialogue, la communication. Daniel Mousseau, sur la même question, comment se comporter face à une femme qu'on avait aimée, mais qui, avec le temps, constate qu'elle ne nous aime plus, ou même qu'elle ne nous aime plus et qu'on ne l'aime plus aussi? D'abord, il faut faire d'abord le diagnostic. C'est-à-dire, quand les critères de base changent. Bon, je suppose, vous vous êtes aimé. Et au début, tu n'étais pas un fumeur, tu n'étais pas un alcoolique. Et puis tu es devenu spontanément un fumeur, un alcoolique, un élément modificateur est entré dans la relation. Quel est le degré d'amour de l'autre à accepter cet élément modificateur? Je prends cet exemple-là simplement pour dire que nos habitudes comportementales, qui naissent, qui fleurissent au cours de la relation, un peu comme quelque chose qu'on sort d'un chapeau, et peuvent porter atteinte à l'humeur de l'autre, peuvent porter atteinte au sentiment et à la conscience souveraine de l'autre, et peut générer des frustrations, des dégoûts. Et quand cela commence, y remédier, on dit quand les causes cessent, les effets s'arrêtent. D'accord. Ça, c'est les causes internes. Oui. Où les deux partenaires, les deux toutoureaux, qui se sont jurés et une convention de se mettre ensemble, d'accord, au fil des temps, ont commencé par, en quelque sorte, escalader, aller au-delà, dépasser les interdits et les permis dans la relation. Et cela peut générer toute forme de catastrophe. En dehors de cela, il y a les forces extérieures. Les forces extérieures, c'est quoi? C'est l'ingérence que d'autres personnes peuvent avoir dans vos relations. Dans une relation, d'abord, il faut chercher les solutions en soi, si éventuellement l'élément modificateur installe et commence à faire disparaître l'amour. Parce que la disparition de l'amour ne naît que, d'abord, d'un début de rejet de l'autre, d'un début de ne plus assumer l'autre, de ne plus aimer l'autre, parce que l'amour réellement peint les défauts en qualité, en atout, en harmonie, d'accord. Mais lorsque des comportements inhabituels, immoraux, qui ne permettent pas au couple de s'épanouir, commencent par s'installer de part et d'autre, alors cela peut créer la discorde. Et parfois, certaines personnes pensent qu'ils ont vidé toutes les voies de recours, d'accord, entre eux-mêmes, et s'adressent à d'autres personnes. Le danger, c'est que celui à qui vous vous adressez ne vit pas dans le même contexte que vous et peut mal vous conseiller. Et c'est pourquoi on dit parfois, quelles que soient les disputes que vous avez entre vous, essayez de trouver d'abord la solution entre vous. Parce que le troisième larron, celui qui va intervenir, ne peut jamais se retrouver dans le même contexte de cœur et d'amour, de sensibilité que vous, pour vous prodiguer exactement le conseil, un soin qu'il vous faut. Et l'autre va se plaindre à son ami, d'accord? Et son ami qui a peut-être 4 femmes, d'accord? Et lui, il est seulement monogame avec sa famille. Il va se plaindre à quelqu'un qui a 4 femmes pour lui donner des conseils. Parce qu'il pense qu'il a l'expérience. Non, suivez mon regard. Je dis, il est dans un régime monogamique. Et il s'est promis ça et juré ça avec sa femme. D'un jour à un autre, il commence par escalader le mur de la relation. D'accord? Mais au lieu d'aller se plaindre
à quelqu'un qui est monogame comme lui, il va se plaindre à un polygame qui lui donne des conseils. Il va l'encourager. Bon, est-ce que... Bon, peut-être c'est ce degré de maturité. D'accord. D'abord, personne n'arrive à reconstruire un couple parce que quand vous voudriez vous mettre ensemble, vous n'êtes pas allé voir quelqu'un pour demander à celui-là que, bon, tel que mon comportement est là, est-ce que tu me permets d'accepter que mon épouse soit une prostituée et pour qu'on soit ensemble? Vous n'êtes pas allé faire ça. Mais quand l'élément modificateur arrive, vous l'assumez. Maintenant, si un couple commence déjà par se plaindre dehors, je crois que le ciment s'est effrité. D'ailleurs, on a parlé d'éléments modificateurs. Quels sont les fondements de ces éléments modificateurs? Comme j'en ai dit tout à l'heure, c'est le comportement. Il y a le comportement, il y a l'hygiène, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a aussi le respect de soi-même, le respect envers son partenaire. Peut-être au départ, quand tu l'as vu, vous vous êtes amouraché et quand il parle là, c'est ton Dieu qui a parlé. Avec le temps, tout a changé. L'hygiène, ton côté vestimentaire, tout a changé. Le comportement, comme il a dit. Dès que ça change là, c'est à l'homme ou bien c'est l'un des partenaires qui doit d'abord s'asseoir. La femme ou l'homme savent là où on peut dialoguer et trouver le bout du tunnel. C'est-à-dire, quand tu veux aborder ton problème qui te tient à cœur, il y a une heure pour faire ça. Et tu parles à ton homme, il va le faire. Parce que, parce que si on veille ou pas, l'homme s'agenouille pour manger le plat sucré. Donc, alors on veut manger le plat sucré, on peut parler de tout ça. On peut parler de tout cela. Voilà. J'ai une interrogation parce que vous êtes tous deux, pardonnez ma voix, j'ai un chat dans la gorge, tous deux spiritualistes. Est-ce que lorsqu'on effectue une consultation par rapport à une relation, est-ce qu'il peut arriver que la consultation puisse être négative, non, positive, j'allais dire, et la relation au fond sera négative? Possible. Pourquoi? Si la consultation est positive, ça veut dire que vous êtes destinés l'un pour l'autre ou bien à un certain pourcentage. Maintenant, si c'est positif et qu'au cours de la relation, ça change, ça ne veut pas dire que la consultation a mal vu, non. Si c'est le fa n'a jamais menti. C'est celui qui interprète peut-être qui ne maîtrise pas son art oratoire. Mais si le fa a dit la formule est sortie et que la personne, au cours de la relation a commencé par dégringoler, c'est sûr qu'il y a un nœud. Et le nœud là, c'est un problème entre les deux et il faut chercher. D'ailleurs, on sur la même question. Bon, je crois que au temps de nos ancêtres, pour se mettre ensemble, on fait une consultation. La consultation qui est faite peut confirmer que vous pouvez vous mettre ensemble. Mais elle ne confirme pas simplement que vous pouvez vous mettre ensemble. Mais elle dit et annonce les conditions dans lesquelles vous pourriez être ensemble. Si tu dois être ensemble avec ce monsieur ou cette dame, tu ne dois pas manger telle chose. Tu ne dois pas aller chercher une autre femme. Tu ne dois pas être un soulard. Tu ne dois pas être... Le phare a un large faisceau qui annonce déjà toutes ces choses-là. D'accord. Mais ce sont les conditions dans lesquelles la chose est possible. Mais beaucoup de profanes de ces consultations-là se disent que bon, on a dit que c'est possible. Donc, ils mettent à l'écart toutes les conditions de la possibilité ou de la réalisation de cette union-là. Et quand ça vient, vous commencez par avoir les dégâts et vous vous dites du moins que, mais quand même, on avait consulté. Ce n'est pas parce qu'on t'a consulté, qu'on t'a dit que tu peux manger du haricot, que c'est bon pour toi, tu peux manger, que tu iras acheter, comment on appelle, 200 francs d'haricots et mettre 1 litre d'huile dedans pour manger et te dire que, mais quand même, on m'a dit que haricot est bon pour moi. C'est bon pour toi dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Après les cours, on approche de la fin. Dites-nous, quelle est la démarche alors pour avoir une union parfaite et paisible? Voilà, la démarche est très simple. Comme l'a dit Majesté, au temps de nos ancêtres, pour prendre une femme, lorsqu'on l'a déjà, on s'est déjà amouraché, on l'a pris, on consulte. Et lorsqu'on consulte, le phare vous dit, il faut telle chose, telle chose, telle chose. Dans le cas où tu n'as pas fait avant de rentrer dans la relation, en même temps dans la relation, tu fais la consultation et les sacrifices qui sont dedans, tu fais. Après ces sacrifices-là, il y a ce qu'on appelle la démarche vers la famille qu'il faut suivre
de fin en comble, quoi. Il ne faut pas excéder, il ne faut pas, c'est-à-dire, extrapoler tout ce qu'il y a comme démarche dans une famille. Il faut faire la connaissance. Comme ça, quand un problème vient demain, tu sais à qui. Hein, tu sais, d'abord, l'homme, même s'il veut faire certains pas, il se dit, ah, mais là, au final, telle personne est là. Hein. La femme aussi, ah, tel beau-frère, ou bien, ah, ainsi. Hein. Donc, ça fait que même si on veut, avec les amis, on veut faire du désordre, on se rappelle et on rentre en soi. Voilà les tant de choses qui peuvent rentrer, qui peuvent accompagner. Votre conseil par rapport à une démarche pour une bonne union? D'abord, l'union, c'est d'abord soi-même. Il faut se connaître soi-même. Il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas. Il y a des gens, par exemple, ils sont avares, mais ils ne savent pas qu'ils sont avares. Il y a des gens, ils sont sous-là, mais ils ne savent pas qu'ils sont sous-là. On dit, lorsqu'on est conscient de ces mots, de ces vices, lorsqu'on n'a plus honte de sa laideur, on devient beau. Pour dire que la plupart des gens ne se connaissent pas. Parce qu'après t'avoir connu toi-même, il faut chercher à connaître l'autre. Nos ancêtres disent, la sagesse et le savoir évitent l'oracle. Mais tu vois très bien que tu es un fumeur, un alcoolique, un donjuan ou un gigolo. Et tu vois une femme qui est belle, qui a toutes les morphologies qui t'intéressent. D'accord? Et tu sais très bien qu'elle n'aime pas l'alcool et qu'elle ne fume pas et qu'elle est jalouse. Et tu prends simplement le facteur physique ou bien sa gentillesse seulement. Et tu tiens ce pan comportemental sur la base duquel tu te mets en relation avec la personne. C'est que tu prépares une maison sans fondation. Avant même d'aller à l'oracle, il faut faire l'oracle de soi-même d'abord. Et l'oracle de soi-même, c'est comme le dit Socrate. Connais-toi toi-même. Après ça, connais l'autre. Et quand vous finissez de vous connaître, essayez d'arrimer vos comportements ensemble. Faites le mixage pour un temps que chacun déclare sans hypocrisie ses vices. Parce que les plans de faiblesse dans les relations sont souvent du fait que dans l'amitié, dans le copinage, l'autre dissimule, camoufle ses vices, ses dérives, oubliant que on ne peut pas prendre du purge pour se purger comportementalement. On ne peut pas changer, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Et que d'un jour à un autre, parce que beaucoup de personnes se donnent l'espoir, sachant bien que dans la mosquée, on ne boit là, on ne prend l'alcool là. Ils se disent que bon, en allant là, et en volant l'alcool, en buvant de jour en jour, je parviendrai du moins à convaincre les gens ce qu'on boit. C'est-à-dire, malgré mes défauts, la femme finira par s'y adapter. Elle ne va pas s'y adapter parce que toi, tu n'es pas en mesure de changer tes défauts. Et elle aussi n'est pas en mesure de changer ses défauts. Et se mettre ensemble, c'est s'accepter les défauts. Si mon mari a sa bouche qui pue, je dois être adapté et harmonieux à respirer cette puanteur-là. Ou bien, si je m'engage dans cette relation-là, alors c'est que je dispose d'un temps de patience, d'accord, sachant que je peux trouver des remèdes à ça. Parce qu'on peut aimer une chose et se dire qu'on peut rendre cette chose plus parfaite. Meilleure. D'accord. Mais lorsque, durant l'amitié, vous tentez de rendre ça meilleur, et cela, vous ne parviendriez du moins à le faire, souffrez deux choses. Souffrez de laisser et de quitter la relation, ou bien faites l'effort d'accepter ça comme un vécu quotidien. Et c'est quand on vide toutes ces procédures-là maintenant qu'on peut dire, on veut aller connaître la famille. Parce que vous pouvez entre vous être compatibles et que vos familles et vos us ou mœurs ne soient pas compatibles.
Et là, vous vous aimez très bien, bon, d'accord. Mais vous allez vers les us et coutumes. Et on dit que il y a un rituel là-bas pour faire ça, c'est le cochon qu'on fait, on utilise pour faire ça. Alors que la femme dit que lui, elle ne mange pas du cochon. Mais comment vous allez cohabiter? Ça peut amener de discorde. C'est pourquoi se connaître est le primordial. Après la connaissance, connaître la famille. Et quand vous vous aimez et vous êtes harmonieux l'un pour l'autre, il y a un second investigateur. Juste un second investigateur. Les chefs de famille des deux toutreaux doivent communiquer, doivent faire le renseignement. Et après le renseignement, on doit reverser le renseignement aux personnes qui s'engagent à se mettre ensemble. Monsieur, voici, selon les informations des us et coutumes, nos investigations, voici le visage de la famille là où tu vas. Ah, là-bas, là, quand tu es là-bas et tu vas chercher un autre homme là, on meurt, on devient fou, on doit te fournir tous ces facteurs-là. Ce n'est pas le jour où tu es venu et qu'on te dit que ce facteur est là et il y a déjà un enfant. Et beaucoup de couples commettent une erreur. Il ne faut jamais se mettre en couple parce que dans vos bêtises ou vos bévues, il y a une grossesse qui s'est pointée et puis un enfant. L'enfant ne doit pas être un facteur de retention en couple. Si ça devient comme ça et vous n'êtes pas compatible, c'est que bonjour, vous êtes né pour la souffrance, vous êtes né pour la frustration et vous êtes né pour vous plaindre à tout moment, vous êtes né pour ternir totalement votre image alors que voici, vous êtes un monsieur très intelligent, occupant de hautes fonctions, mais quand on vient chez vous, c'est le désordre, c'est la désolation. Vous souffrez là d'une pauvreté morale. Après, c'est le coup, un petit commentaire pour compléter. Et en dépit de tout, il y a aussi la prière qu'il ne faut pas oublier. La prière pour ne pas oublier. Dernière interrogation à vous deux pour conclure. Que fait-on lorsque l'on s'aime, puisqu'on parle de la place de l'amour dans une union, lorsque l'on s'aime fortement, follement, lorsque l'on voit que l'autre nous convient parfaitement, tout ce qu'elle fait, c'est bien pour nous, tout ce que l'on fait est bien pour elle aussi, mais que le FA l'interdit. Ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque le FA l'interdit, c'est qu'il l'interdit. Il n'y a pas autrement. C'est qu'il l'interdit parce que on dit tonus iseo et on ouvre aussi ça, c'est-à-dire lorsque on obéit les lois. Obéissant, c'est mieux que les offrandes. Voilà. Donc si vous vous entêtez dedans, donc vous aurez le dos large pour endosser aussi les responsabilités. Dadjama Mousso, même interrogation. Je crois que je l'ai déjà expliqué un peu dans Astuce, que le FA, c'est le passé, le futur et le présent. C'est l'indicateur. C'est le lecteur qui s'inspire du passé et permet de vivre le présent et projette assurément le futur. Si le FA vous interdit, moi, comme conseil d'homme spirituel, ne tentez même pas. Ne tentez même pas à demander au prêtre de FA, bon, maintenant, le FA est interdit. Et si on doit le faire? Parce que nous recevons ces bêtises ou ces idioties. Et certains prêtres de FA, qui souffrent parfois d'une hérésie spirituelle, se disent que, bon, le monsieur est né sous tel signe. Ce signe-là n'est pas bon, on va te changer ça. On dit tu es né à Chirou, tu as un nez comme ça, des yeux comme ça. Et tu te dis que tu iras changer la couleur du nez. En changeant la couleur du nez, tu te crées un nouveau problème. Absolument. Donc, nous allons dire le FA ou l'oracle n'est rien d'autre que l'expression de la volonté divine de Dieu. D'accord? Dieu s'exprime à travers l'oracle, il est oraculaire. Et lorsque l'oracle nous donne les signaux, c'est un peu comme le code de Rousseau, respectons. Si tu ne respectes pas le code de Rousseau, chaque fois quand tu vas en ville et tu reviens, peut-être tu rentres avec un de tes rétroviseurs cassés, ou tu n'as plus de phare, ou si c'est là, ou carrément ton livret de bord ne rentre pas. Voilà. Merci à vous, Samaria Dadjama Mousso. Merci à Prince Ekuleko pour ce moment d'échange. Merci à toi chacun, chers amis internautes. À présent, on va décompresser un peu avec le zapping de la semaine. Quelle est la capitale économique du Bénin? C'est Porto Novo.
Et la capitale politique? C'est Cotonou. Le mot jardin? G-A-D-I-N. Quel est le nom du spécialiste des animaux domestiques? Quelle est la capitale économique du Bénin? Économique. Cotonou. Cotonou. Mono. Tu fais quelle classe? CMDC. Dans quelle école? Bangande. Quelle est la terminaison des verbes du premier groupe? ER. Cite-moi 3 verbes du premier groupe. Danser. Sauter. Travailler. Combien d'auxiliaires existent-ils en français? 2. Lesquels? Avoir et être. Alors, conjugue-moi l'auxiliaire avoir à l'imparfait. J'avais. J'aurais. Tu auras. Il aura. Nous aurons. Vous aurez. Ils auront. Liberté ton Christ-Seigneur, sanctifié, monsieur de l'Europe, et enfant du Bénin debout. La jadis à son appel, nos aïeux, sans. Et voilà, c'est tout pour Free Week de ce samedi. Merci pour l'attention. À samedi prochain.